2025 a été une année chargée en événements. Du moment où Trump a fait son grand retour jusqu'aux sommets mondiaux les plus cruciaux. On a vu le destin de nations entières se jouer, parfois, d'un simple trait de plume. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Boniface, chercheur et expert en géopolitique. On va essayer de décrypter ensemble ce nouveau monde dans lequel on vit. On fera un tour d'horizon des plus grandes puissances. Il nous expliquera comment les rapports de force ont basculé dans ce nouvel ordre mondial. On lui a demandé « Comment va notre monde ?» C'est un monde chaotique, un monde où le droit international, qui avait beaucoup progressé pour réguler ce monde, est de plus en plus mis en cause, et notamment par les principales puissances comme les États-Unis, la Russie également. Et donc c'est un monde qui va très mal parce que tout ce sur quoi on était d'accord, même si ça marchait pas très bien, le fait qu'il y ait du droit, qu'il y ait des règles, qu'il fallait chercher des solutions communes aux problèmes auxquels la planète est confrontée, est de plus remis en cause. Et Donald Trump est en train de changer, il veut mettre fin à l'ordre international bâti après la Seconde Guerre mondiale en démantelant le système multinational et en démantelant le multilatéralisme. Il attaque l'ONU, il attaque le droit international. Il ne connaît que les rapports de force et donc c'est une formidable régression de la planète. Jusqu'où ce chaos peut-il nous mener ? C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel la règle de droit n'est plus le juge, n'est plus la norme que l'on doit respecter. On veut le territoire de l'autre et donc on va essayer de le conquérir par la force, par la contrainte et pas tellement par la séduction d'ailleurs. La Russie n'a pas commencé cela. La guerre d'Irak en 2003 a été un élément fondamental dans la remise en cause d'un monde réglé par le droit. Ce que l'on peut dire grosso modo, c'est que les espoirs de la fin de la guerre froide, où on se disait qu'après l'implosion de l'URSS, un monde allait être coopératif, qu'il n'y avait plus de clivage, qu'il y aurait un objectif commun aux différentes puissances, a été remis en cause d'une part avec la guerre du Kosovo quand même dès 1999 et la guerre d'Irak en 2003, que la Russie a ajouté une couche en voulant conquérir un pays qui était un pays indépendant et qui était membre de l'ONU, et que les États-Unis ne montrent pas l'exemple en voulant annexer des territoires qui appartiennent à des pays qui sont ses alliés normalement, le Canada et le Danemark, tous les deux membres fondateurs de l'OTAN. Donc les États-Unis, qui est un pays protecteur comme allié dans l'OTAN, est devenu un pays prédateur qui veut conquérir le territoire. Et il y a le cas bien connu d'Israël, qui non seulement conquiert par la force des territoires qui ne lui appartiennent pas, mais en plus est en train de commettre un génocide. Commençons par une des régions les plus tendues, le Moyen-Orient, et plus précisément l'Arabie Saoudite. C'est la nation arabe la plus riche et une puissance mondiale incontournable. Pourquoi tout le monde la craint ou la courtise ? Et comment ces relations internationales ont-elles évolué sous Mohammed Ben Salman ? MBS, qui est l'homme fort de ce pays, qui sera au pouvoir, si Dieu lui prête vie, des décennies, parce qu'il est très jeune, et que l'Arabie Saoudite est devenue un pays très important parce que MBS est un prince autoritaire. C'est une sorte de dictateur éclairé. Il veut moderniser son pays, mais par la force, pas par le vote des gens. Donc il veut moderniser. Ce qui est intéressant, c'est qu'il veut baisser la place de la religion dans son pays et qu'il veut aussi sortir son pays de la rente pétrolière et gabegie par le pétrole. Donc il veut préparer la paix pétrolière dans son pays. Donc il peut être un peu répulsif par le caractère autoritaire et répressif, et en même temps c'est un modernisateur. Donc il y a les deux aspects chez lui, mais en tous les cas c'est un acteur très important, et je crois aussi qu'il veut sortir d'un tête-à-tête exclusif qui était le cas de son pays avec les États-Unis, et on voit bien qu'il a des contacts avec la Chine, avec la Russie, que c'est la Chine qui lui a permis de réconcilier avec l'Iran, et que la dernière attaque d'Israël sur le Qatar est venue aussi remettre en doute la crédibilité de la garantie américaine. Le Qatar est un petit pays, mais il fait toujours la une, surtout concernant la question palestinienne. On l'a vu jouer un rôle majeur dans les négociations. Et pourtant, bien qu'allié des États-Unis, il a été la cible de lourdes critiques. Comment analysez-vous cette situation ? Le fait que les États-Unis préfèrent Israël aux pays arabes ne devrait étonner personne. Le fait qu'Israël se permette de frapper un pays du Golfe, ce qu'il n'avait jamais fait pour l'instant, ne devrait plus étonner personne parce qu'Israël se croit tout permis. Enfin, ils ont quand même bombardé l'Irak, le Yémen, la Syrie, le Liban, l'Iran, et les États-Unis, depuis longtemps, c'est pas seulement Trump. Biden a beaucoup critiqué les opérations militaires d'Israël sur Gaza. Il ne les a pas empêchées. Il a continué à livrer des armes tout en maintenant une assistance humanitaire. Donc non, c'est pas un tournant, c'est la poursuite d'une politique folle d'expansion militaire d'Israël. Et comment mettre fin au massacre des civils à Gaza ? Très mal, et c'est déjà très mal parce qu'on assiste à un génocide sous les yeux du monde entier, qu'on n'a pas empêché. Donc il sera trop tard bientôt. Combien de Palestiniens sont déjà morts ? Combien vont mourir encore ? Et comme on n'a mis aucune pression et aucune sanction sur Israël, Israël se croit tout permis. Donc j'ai rien dit que ça vient le permis de tuer. Israël estime qu'il a un permis de tuer des Palestiniens, parce que le monde extérieur ne l'a jamais sanctionné. On l'a dit, le Qatar est petit géographiquement, mais son influence régionale et mondiale est immense. Comment a-t-il réussi à s'imposer de cette façon ? Alors il s'est imposé parce qu'il a trouvé des niches. Quand on est un tout petit pays
on essaye d'exister. Comment on fait? Dans les années 90, le père de l'actuel émir était parti à Londres et le douanier lui a dit « mais le Qatar, c'est où ?» Il était très vexé. Plus personne ne se demande où est le Qatar. Tout le monde sait où est le Qatar. Parce que le Qatar a été un des pays à le mieux comprendre et le plus rapidement comprendre l'importance du sport pour exister sur la scène mondiale. Et de même que l'Uruguay, qui a organisé la première Coupe du Monde, voulait exister coincé entre deux géants qui étaient le Brésil et l'Argentine, le Qatar veut exister coincé entre deux géants qui sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc ils ont dit que le sport c'est visible. Et effectivement, avant qu'ils achètent le Paris Saint-Germain ou qu'ils n'obtiennent l'organisation de la Coupe du Monde du 22, personne ne connaissait le Qatar. Sauf que lorsque le pétrole augmente et crée des richesses et que vous avez une très petite population, vous avez des moyens. Et en fait, miser sur le sport coûte moins cher que d'acheter des Rafales ou un système de défense. Et l'autre moyen pour le Qatar d'exister était Al Jazeera, qui a révolutionné la relation à l'information de nombreux pays arabes. En fait, le Qatar, comme les Émirats arabes unis, comme le Koweït, ont eu l'intelligence. Il y a des pays qui ont des rentes pétrolières et qui ne préparent pas l'avenir. Et bon, c'est vrai que certains ont des grandes populations. C'est plus facile quand vous avez une petite population de préparer l'avenir quand vous avez un surplus de ressources. Et donc ces pays ont compris que le pétrole aurait une fin physique et qu'il fallait tirer parti de ces ressources pour investir pour l'avenir. Dans des fondations, dans des fonds d'investissement, dans l'achat de sociétés étrangères, dans l'intelligence artificielle, dans le tourisme, et effectivement se dire que lorsque le pétrole ne sera plus là, on passera à autre chose. Et donc c'est une politique très pertinente de préparation de l'avenir, parce que ces pays ne sont pas comme à un moment donné, ces pays riches, dépenser l'argent du pétrole dans des dépenses somptuaires pour entretenir des cours très nombreuses. Là, ils préparent l'avenir et c'est beaucoup plus intelligent. Passons maintenant à la première puissance mondiale, les États-Unis. Peut-on encore affirmer qu'ils sont les maîtres du jeu? Oui, ils le sont toujours, mais peut-être plus pour longtemps. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide, lorsque la puissance montante va dépasser la puissance dominante. Quand la Chine a adhéré à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce en 2001, elle faisait 10% du PIB américain. Elle en fait aujourd'hui entre 70 et 75%. Donc on voit qu'il y a un rattrapage. Et ce rattrapage ne se termine pas. Et mon impression personnelle, c'est que la politique de Trump, par ses excès, par son manque d'intelligence, par sa brutalité, ne va pas faire « Make America Great Again », mais « Make China Great Again ». Parce que, à force de brutaliser les autres nations, celles-ci se tournent plus facilement vers la Chine, qui apparaît comme un pays stable, comme un partenaire fiable, de confiance. Et donc, aujourd'hui, on ne dit plus la Chine est une dictature, les États-Unis sont une démocratie, on dit les États-Unis sont un pays brutal, la Chine est un pays stable. Dans sa politique étrangère, l'une des mesures marquantes de l'administration Trump a été de geler et stopper l'USAID. À quoi sert cette organisation exactement? Et quel impact sa fermeture aura-t-elle sur le monde? Elle a été faite pour étendre l'influence des États-Unis contre l'Union soviétique. Ça a été créé en 1961 par John Fitzgerald Kennedy pour lutter contre l'expansionnisme soviétique. Si vous supprimez quelque chose, comme la nature a horreur du vide, les Chinois arrivent. Et les Chinois ont un programme, eux, de Belt and Road Initiative, les routes de la soie, et ils vont proposer des infrastructures, ils proposent de construire des ports, des aéroports, des infrastructures, et donc au fur et à mesure, ils arrivent là où les États-Unis s'en vont. Les États-Unis se retirent de l'Organisation mondiale de la santé, arrêtent de financer le Haut-Commissaire aux réfugiés, se retirent de l'accord de Paris du climat, et les Chinois se disent que le temps joue pour eux du fait des errements de Donald Trump. Puisque la Chine est en train de prendre la place de l'Amérique d'une manière ou d'une autre, on voulait savoir, la Chine va-t-elle vraiment bien? Son économie est-elle solide? Elle va moins bien, mais elle va bien. Elle va, disons que la croissance est ralentie, il y a un chômage des jeunes, il y a une bulle spéculative immobilière, mais la Chine ne va pas s'effondrer. Il ne va pas y avoir un éclatement de la bulle spéculative chinoise, parce qu'il y a une direction qui voit assez sur le long terme, que la Chine est très performante en intelligence artificielle, par exemple, et une fois encore, qu'elle bénéficie des erreurs de Trump. Donc, la Chine ne pouvait pas avoir éternellement une croissance à plus de 10%. Là, sa croissance est moins importante, elle reste supérieure à la croissance américaine. Et donc, effectivement, la Chine aujourd'hui, le premier partenaire commercial de 130 pays. Les États-Unis de 60. Donc on voit quand même dans quelle direction on se dirige. On entend souvent parler des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est quoi au juste? Est-ce comparable à l'OTAN? Non, ce ne sont pas des alliances, ni l'OCS ni les BRICS, ce sont des alliances comme l'OTAN. L'OTAN c'est une alliance, quoique avec la politique de Trump qui dit que l'article 5, on peut l'interpréter de plusieurs façons, avec Donald Trump qui veut conquérir des pays qui sont membres de l'Alliance, on peut se demander quelle est la force de cette alliance. Mais donc les BRICS, c'est un club dans lequel les gens sont différents, mais ils ont un point commun, c'est refuser la domination occidentale du monde. C'est refuser que les Occidentaux, qui ont dirigé le monde pendant 5 siècles, continuent à le faire. Alors certains dans ce club sont anti-occidentaux, comme la Russie par exemple, mais pas la Chine.
La Chine veut des partenariats avec les pays occidentaux, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, mais elle ne veut plus que les Occidentaux déterminent seuls les règles de conduite de ce monde. Et donc, l'OCS, et on l'a bien vu, ce qui a été très important lors du dernier sommet de l'OCS, c'est de voir le Premier ministre indien Narendra Modi venir, parce que on peut dire que Donald Trump a poussé Narendra Modi dans les bras de Xi Jinping. Venons-en à l'Inde, le pays le plus peuplé au monde. On parle quand même d'1 habitant sur 6 sur Terre qui est indien. C'est un pays si vaste que certains le considèrent comme un continent. Mais pourquoi beaucoup ne la voient pas encore comme une superpuissance? Alors, on s'y intéresse, mais enfin, le PIB indien, c'est 5 fois inférieur au PIB chinois. Donc, il ne joue pas dans la même catégorie. L'Inde n'était pas un allié des Occidentaux, c'est un pays non aligné. Aujourd'hui, il se dit multi-aligné. Ça revient à peu près au même en réalité. L'Inde ne veut pas être à la tête d'une alliance, mais elle ne veut pas non plus être l'allié exclusif. Les Indiens ont misé un peu sur la carte américaine quand leur allié soviétique a disparu. Mais aujourd'hui, on le voit bien et notamment, Donald Trump leur a fermé la porte au nez, les a insultés en disant que c'est lui qui avait mis fin à la guerre entre le Pakistan et l'Inde, ce qui est une insulte pour l'Inde. Et donc l'Inde développe les relations avec la Russie d'ailleurs, elle n'a jamais sanctionné la Russie, contrairement aux vœux américains pour sa guerre en Ukraine, et avec désormais la Chine et d'autres pays. Le monde est en guerre, notamment en Ukraine. Selon vous, comment ce conflit va-t-il se terminer? La fin de la guerre devrait normalement... Alors, Poutine refuse les conditions généreuses que Trump lui a proposées. Je pense que la fin de la guerre, il y a des demandes irréalistes de la part de la Russie et de la part de l'Ukraine. Le président ukrainien dit qu'il veut reconquérir les territoires qu'il a perdus à la guerre. C'est légitime, mais c'est pas possible. Parce qu'il y a 30 millions d'Ukrainiens et il y a 140 millions de Russes. Et que les Européens n'enverront pas des soldats combattre aux côtés de l'Ukraine, c'est parce que ce serait la 3e guerre mondiale contre un pays qui a l'arme nucléaire. Mais par contre, la Russie veut conquérir toute l'Ukraine, ce qui n'est pas non plus possible parce qu'elle n'a pas assez de soldats pour le faire. Donc il faudra un accord de cessez-le-feu sur la ligne de combat, mais la question territoriale restera non résolue. On vous laisse le mot de la fin. Je m'adresse à votre public. Je crois que on vit dans un monde compliqué, dans un monde globalisé. Il n'y a plus d'affaires étrangères comme auparavant. Ce qui se passe à l'étranger nous concerne. Donc je conseille à tous ceux qui vous suivent de continuer à vous suivre pour s'informer et pour réfléchir. C'était le récap 2025. N'hésitez pas à nous suivre sur QLM Afrique pour plus de vidéos qui explorent le monde qui nous entoure. Entre-temps, on vous souhaite beaucoup de curiosité et de bonnes choses pour 2026.